Ensuite, donc, la deuxième équipe, passons aux Golden State Warriors, l'équipe la plus intéressante dans cet échange, évidemment, puisque ce sont eux qui ont eu le joueur le plus intéressant, à mon avis, on peut l'affirmer. Déjà, première chose qui était un élément capital dans cet échange, c'est qu'on a appris de suite la prolongation de Butler. Et c'est vrai que il y a un peu cet aspect hyper risqué d'échanger pour un mec qui allait être free agent, qui pouvait être free agent 6 mois plus tard. En plus, un mec aussi têtu qui avait dit assez clairement je veux pas aller là, je veux pas aller là, je veux pas aller là. Non, de toute façon, je serai free agent si vous m'envoyez pas, à Phoenix. Bon, au final, ça s'est bien passé et les Warriors ont réussi à faire un trade qui n'est même pas tant risqué que ça, puisque ils ont Butler pour 2 ans et demi. Ils ont littéralement Butler pour, alors je sais pas s'ils seront en playoff cette année, mais pour littéralement 3 campagnes de playoff. Et pas seulement pour une. Et pas seulement une location pour 3 mois. Donc ça, c'est quand même génial. Bon, au passage, les règles de la NBA vis-à-vis de le tempering, vis-à-vis de l'hypocrisie par rapport à ça, où certains sont punis et d'autres sont pas punis. Pourquoi est-ce que parfois on a des mecs qui sont punis parce que il y a des cas de tempering et que là, Butler signe une prolongation littéralement 2 minutes après son trade. Bon, voilà, bref. Ceci est un autre sujet, mais en tout cas, dans le cas des Warriors, arriver à sécuriser cette prolongation, à mon avis, c'était non seulement c'était un bonus, mais c'était peut-être même une nécessité. C'était peut-être même un requis afin que le propriétaire valide le trade, je pense, dans le sens où peut-être que tu prends pas ce risque, peut-être que le propriétaire ne dit pas oui si t'as pas un peu l'assurance que Butler prolonge derrière. Donc, à mon sens, c'était un peu un requis pour ce trade, et donc tant mieux, ils l'ont fait. Donc, ils se sont assurés d'avoir Butler pour au moins du moyen terme. Prolongation de 121 millions sur 2 ans. Donc, on est sur du 60 millions l'année, sachant que cette année, il est payé 48. Donc, grosso modo, tu as Butler en 25, 26 et 27. C'est quand même très bien parce qu'il y a 0 risque. Il n'y a pas de risque qu'il s'en aille, ou alors au pire tu le rééchangeras s'il refait un caca nerveux, mais en tout cas tu contrôles la situation, ce qui n'était plus le cas de Miami qui avait donné cette player option, donc c'était Butler qui contrôlait un peu le truc. Là, c'est très cool. Donc, premier très très bon élément à mettre du côté des Warriors. L'autre aspect intéressant aussi, c'est le fait que les Warriors étaient un peu en mode il faut qu'on fasse un truc, clairement. On a un peu ce côté dernier run, peut-être, ou dernière chance. C'est la fin du chemin, là, je pense, pour Stephen Curry et pour Draymond Green. Et c'était même un peu notre déception, notre frustration même. Je pense qu'on peut aller jusqu'à dire frustration, dans le sens où t'as un des meilleurs attaquants de NBA encore aujourd'hui, un des meilleurs défenseurs de NBA encore aujourd'hui, même s'il a des problèmes aussi par ailleurs, pas que sportifs. Mais voilà, c'était un peu dommage de gâcher cette fin-là, la fin de ce duo littéralement historique, de gâcher ça par non, mais on joue la double timeline. On veut pas, ne mettons pas tous les assets pour optimiser nos vieux et nos bons, nos All-NBA. Non, on veut aussi garder nos jeunes, quoi, finalement. C'est vrai que ça, c'était frustrant. Là, pour le coup, ok, ça va peut-être pas marcher, mais au moins on fait un truc et au moins on tente le coup et au moins on fait un espèce de all-in. Mais c'est pas grave, c'est le dernier all-in en un sens. Donc c'est bien, on offre une vraie chance, ou en tout cas on se met en vraie position, en bonne position de potentiellement faire un truc cette année, passer un tour 2, d'être en playoff déjà, on va commencer par ça, voire même l'an prochain, selon comment est-ce qu'on arrive à faire des bons coups sur le marché des free agents, de même se repositionner, si ça prend bien, si on fait les bons recrutements, voire même de redevenir un contender. Peut-être pas un favori, mais au moins tu t'offres une vraie compétitivité. Et pas seulement on est 10e de conf, on est 11e parce qu'on a Curry qui est tellement bon en attaque et qu'on a Draymond qui est aussi très bon en défense, mais à côté c'est nullissime. Non, ça c'est pas vraiment être compétitif, ça pour moi c'est être ventre mou, et c'est pas bien. Donc là tu t'offres une vraie chance d'être réellement compétitif, même si ça voudra peut-être pas dire être le favori à l'Ouest forcément, et c'est un vrai bon point parce que c'est ce qu'ils ont un peu tardé à faire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Les Warriors, il y a eu le trade de Poole contre Chris Paul, qui était pas du tout un all-in, qui était pas du tout pour gagner maintenant, qui était pour libérer le vestiaire. Et voilà, ils sont depuis 2 ans, ils sont sur tous les dossiers, mais sans rien faire, quoi. Donc là, ça fait tout de même plaisir de enfin avoir appuyé sur la gâchette. Ça fait plaisir. Et c'est bien, parce que t'as Curry, tu joues à fond. T'as Draymond, tu joues à fond. Les double timeline, on verra plus tard pour les jeunes. Alors, malheureusement, je peux en dire 2 mots, mais il y a ce côté aussi, le sportif, la cohérence sportive d'un côté, et de l'autre côté, il y a aussi la cohérence business. Pourquoi est-ce que les propriétaires voulaient pas balancer les jeunes, notamment, et voulaient un peu garder cette double timeline? C'est que, pour eux, ils ont construit une nouvelle salle, il y a un aspect business de juste vendre des tickets, de faire venir des gens, etc., de vendre des pubs aussi. Et voilà, si tu fais un all-in pour tes vieux, grosso modo, ok, tu vas être bon pendant 2-3 ans,
Mais ensuite, si t'as vendu tes jeunes, t'as plus rien, quoi. T'es sur la paille, t'es en tanking, etc. Et là, c'est un énorme manque à gagner. Et je pense que pour eux, c'est un plus gros manque à gagner, ceci, un aspect de tanking, 2-3 ans de tanking où t'as déjà vendu tes jeunes, donc t'as plus rien, plutôt que non pas le manque à gagner, mais le surplus que tu peux avoir business avec une équipe qui est pas 8e ou 9e ou 10e, mais qui est 5e ou 4e. Voilà, je pense que tu perds beaucoup plus en business de passer de ventre mou à tanking que tu gagnes en passant de 8e comme ils étaient actuellement ou 10e à 5e ou top 4, quoi, comme il pourrait l'être, pardon, avec un move all-in, un gros move, quoi, pour le coup. Donc voilà, c'est aussi la logique business qui n'est pas là pareil que la logique sportive, mais donc ça fait plaisir de voir qu'on n'est pas resté totalement dans cette logique business à fond, même si pour le coup c'est vrai qu'ils n'ont sacrifié aucun jeune, hein. Donc ça c'est bien aussi, mine de rien, ils n'ont pas encore sacrifié tous les Podziemski, Kuminga, Moses Moody, etc. Donc c'est peut-être aussi pour ça que le trade a réussi à se faire. Mais voilà, on fait un all-in, ou plutôt un pas mal all-in, on y va à fond avec nos vieux, c'est bien. Nous, en termes de sportifs, c'est cohérent, et en termes d'histoire aussi, on offre une vraie fin à Curry et Draymond, quoi. Ça, c'est quand même assez cool. Donc, ça fait un peu move de désespéré, hein, pour le coup, ça je veux bien l'entendre. J'avoue que c'est pas le pire, hein. C'est pas le pire du tout. Non seulement t'as Butler qui prolonge directement, ça c'est très cool, mais en plus, c'est Butler, donc c'est pas genre Mark Cannon ou un mec comme ça, où tu te dis, bon, on fait un all-in, mais le mec est sympa, mais sans plus, hein, pour des standards de superstar. Non, là c'est quand même pour un vrai bon joueur, je pense. Si on retrouve le vrai Butler, il n'y a pas de raison qu'on le retrouve pas, hein. Je pense pas qu'il y ait un déclin physique qui va arriver du jour au lendemain, je l'espère pas. Je pense que on a juste eu affaire à un mec qui voulait plus jouer à Miami et qui l'a un peu montré. À mon sens, hein, ce n'est que mon évaluation, mais moi je pense que c'est un vrai bon coup. On peut me dire c'est désespéré, c'est la dernière chance et tout. D'accord, mais c'est quand même sur un joueur très 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 sympathique. Donc ça c'est bien. Déjà en termes de stratégie, premier bon point que j'adore. Ensuite, passons au fit sportif. C'est là où moi je suis d'autant plus émerveillé, je ne sais pas, mais très très enthousiasmé. Alors que, d'ailleurs, là où c'est bizarre, c'est que Butler finalement est très très différent de ce qui se fait à Golden State. En tout cas, il y a des aspects où il est très différent. Il y a d'autres aspects où il est très similaire à ce qui se fait déjà en attaque à Golden State. Donc, c'est en un sens, on pourrait dire, bon, bah, s'il est très différent de ce qui est déjà en place sportivement, bon, bah, finalement, c'est pas bien. Et en fait, je trouve que c'est l'inverse. Vu qu'il y a des points avec lesquels ça fit parfaitement, bah, c'est cool. Et en plus, les points sur lesquels il est en total, pas désaccord, mais il est à l'opposé, à l'inverse de ce qui se fait avec Golden State, c'est pas tant ça va pas marcher parce qu'il est à l'opposé, c'est il va pouvoir apporter des trucs que les Warriors n'ont pas. Donc allons-y, détaillons un peu ce fit sportif. Le premier mauvais point, avant de passer au bon point, et c'est peut-être même le seul, c'est qu'en effet, c'est pas un excellent shooter, ni en termes de qualité, ni en termes de quantité. Il peut prendre des 3 points, mais ça va pas être un shooter à gros volume. Donc c'est vrai qu'il y a une notion de spacing qui est sans doute le pire dans ce trade-là. Tu perds peut-être un peu en spacing, mais déjà, on le voit bien cette saison, on le voit depuis quelques temps. Bon, déjà, t'as Curry, voilà. Mais non, déjà, j'allais dire, le spacing, ça peut venir aussi de différentes manières, notamment par du cut, notamment par du mouvement. Le spacing, c'est animer l'espace. En l'occurrence, le meilleur moyen d'avoir de l'espace, c'était de mettre des shooters un peu statiques. Pendant longtemps, ça a été ça. On remarque aussi que maintenant, pour avoir de l'espace et pour libérer de l'espace, t'as pas besoin d'avoir toujours beaucoup d'espace avec des shooters très loin. Tu peux aussi créer de l'espace temporairement sur une petite partie de terrain ou pendant un laps de temps, avec des cuts, avec un cut qui va aspirer la défense, avec des mouvements coordonnés, etc., etc. Donc ce que je veux dire, c'est que oui, dans l'idée, il y a un mec qui arrive et qui a pas trop de shoot. Après, ça me paraît pas catastrophique en soi. Mais en effet, premier bémol, et peut-être même le seul, puisqu'il y a aussi plein d'autres aspects sur lesquels je trouve que le fit sportif est génial. Déjà, pour les éléments qui collent avec ce qui se fait actuellement aux Warriors, on parle aussi d'une star, d'un mec qui a beaucoup de jeux off-ball. C'est quelqu'un qui, et ça a été un peu le défaut, hein, mine de rien, vers moitié vide, vers moitié plein, mais en l'occurrence, ça a été poussé un peu à l'extrême, à Miami sur la fin. Butler, c'est quelqu'un qui ne va pas du tout vampiriser le jeu. Et donc, en effet, malheureusement, quand on en a besoin, bah, il le fait pas. Il le fait peut-être en playoff, mais il va pas trop forcer en termes de nombre de ballons, en termes de responsabilités réclamées, etc., etc. Donc, il ne va pas vampiriser le jeu. C'est un peu l'aspect négatif, c'est que quand on a besoin, il va pas vouloir forcer. Mais l'avantage, c'est aussi que bah, si tu le mets à côté d'autres mecs qui ont besoin d'avoir la balle, ou d'autres créateurs, ou d'autres dans un schéma qui est déjà en place, il peut totalement s'insérer là-dedans. Il peut largement performer parce que il n'y a pas ce besoin, il n'y a pas ce profil
rigide, qui a besoin d'avoir la balle, qui peut pas faire autrement qu'avoir la balle, qui sait pas bouger off-ball. Non, on parle d'un mec qui est très bon sur cut, on parle d'un mec qui a une belle activité off-ball, on parle d'un mec qui, même au-delà du côté de bouger ou pas bouger, c'est pas quelqu'un qui va réclamer beaucoup de ballons. Donc il peut totalement s'insérer un peu sans effort dans ce genre de système, sans être la première option, surtout que lui, il voulait un peu. Donc là-dessus, je pense que quand tu es les Warriors et que tu as la fameuse motion offense, que tu as Stephen Curry, que tu as Draymond Green qui va porter aussi beaucoup la balle, bah finalement, c'est peut-être en un sens un fit quasi parfait, modulo le shoot, évidemment, mais en termes de volume, de responsabilité, en termes de quelle star aurait pu s'insérer là-dedans, bah, c'est génial parce que Butler, la motion defense, je pense qu'il peut la maîtriser. Et comme on l'a dit un peu tout à l'heure, le Miami est peut-être une des équipes qui ressemblait le plus tactiquement depuis 3-4 ans à ce que font les Warriors. Donc en plus, tu as cet aspect-là. Donc voilà. Voilà pour l'aspect sur lequel je trouve qu'il vient s'insérer complètement dans ce qui se fait déjà. Et sur l'aspect il fait exactement l'inverse de ce qu'il y a déjà en place, je trouve que c'est là-dessus où il peut apporter parce que précisément, il est différent. Et précisément, il peut compenser et combler ce qui sont peut-être les faiblesses des Warriors en apportant des choses qui n'étaient pas là. Premièrement, évidemment, la création offensive qu'on appelle directe. C'est-à-dire que c'est pas la motion offense, c'est pas les systèmes, c'est pas Stephen Curry qui court partout et que ça crée des cuts, ça crée des tirs partout, ça crée des 3 points parce qu'il y a un mouvement qui fait que tout le monde va venir sur Curry, mais c'est du jeu off-ball. Non. Là, Butler, il apporte aussi cette carte de création directe, c'est-à-dire création balle en main, attaque frontale, attaque proactive, et non pas à courir à travers des écrans, mais l'attaque frontale, pick and roll, attaque frontale, isolation, attaque frontale et directe en post-up. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui manquait un peu aux Warriors. Je pense que Curry a toujours su le faire. Curry n'a jamais été peut-être chapeau 1 dans ce domaine. On a longtemps parlé avec Antoine dans des podcasts précédents, si vous voulez. C'est pas chapeau 1 en mode c'est ni LeBron, ni Doncic, ou ni des mecs comme ça, peut-être 4-5 noms de ce niveau-là. Mais en tant que porteur de balle classique, porteur de balle d'attaque directe, c'est quelqu'un qui est extrêmement haut dans la hiérarchie, mais il veut pas faire que ça. Et ton attaque des Warriors ne peut pas être aussi forte si tu forces Curry à jouer comme un porteur de balle classique. Il vaut mieux aussi le laisser beaucoup off-ball. Mais c'est vrai que l'aspect de la conséquence de ceci, c'est que tu avais aussi une attaque des Warriors qui, plus tu utilises Curry en off-ball, plus il va te manquer cet élément-là. Et les Warriors n'ont jamais été aussi bons que quand, il y avait une question de niveau de talent pur aussi, hein. Mais mine de rien, quand tu as Kevin Durant là-dedans, qui lui aussi, Durant pouvait s'inscrire dans la motion offense, dans le mouvement off-ball, le shoot, etc. Mais parfois, il pouvait aussi prendre la balle et faire ses trucs. Isolation, post-up, juste l'attaque un peu proactive, l'attaque directe, on te donne la balle, t'attaques ton 1 contre 1 directement. Et pour le coup, on a perdu le talent pur qui était Durant, donc évidemment, ça c'est pas remplaçable, on est d'accord. Mais c'est vrai que ça faisait 2-3 ans qu'on avait un peu perdu cette option d'attaquer un peu plus directement. On avait Jordan Poole qui avait émergé en 2022 et qui était encore là en 2023, qui était pas mal du tout encore, qui représentait un peu cet aspect-là, de un mec qui pouvait attaquer plus classiquement, le pick and roll, le drive, excellentissime driver Jordan Poole. Donc on avait ça, on l'a un peu perdu. On l'a perdu avec Chris Paul, qui était censé un peu apporter ça en termes de création un peu plus directe avec ses pick and roll. Bon, le problème c'est que c'était pas le vrai Chris Paul, hein. C'est Chris Paul de 38 ans, 39 ans. C'était pas le même, c'était pas le vrai Chris Paul. Donc on n'a pas eu totalement cet équilibre de Curry off-ball et Chris Paul on-ball parce que c'était un peu trop tard dans la carrière de Chris Paul. Et donc c'est vrai que c'était un manque. C'était un vrai manque, ça. C'est bien d'avoir un plan A qui est le mouvement off-ball et la motion offense, c'est très bien, c'est système, etc. C'est bien aussi parfois de pouvoir attaquer non seulement plus directement, mais aussi différemment, d'avoir aussi un plan B. Et en l'occurrence, on a bien vu sur le début de saison, et même l'an dernier, que quand tu as sur le terrain Stephen Curry qui est là pour faire son jeu off-ball, la motion offense, les systèmes dans un sens, dans l'autre, etc. Si tu n'as que lui qui est menaçant, que font les équipes adverses, d'ailleurs, notamment, on en a parlé dans une quotidienne, Miami. Il y a un Miami Golden State d'il y a 2-3 semaines où Miami passe quasi l'intégralité du match, j'exagère un peu, mais pas tant que ça, en zone. Et c'est la solution parfaite. L'attaque des Warriors essaye de faire des cuts et des mouvements et des systèmes et des trucs intelligents et de te faire bouger. Le contre-move à ça, c'est on se met en zone. Mais sauf que c'est dangereux la zone quand tu dois faire face à des joueurs trop forts. Mais quand t'as que Curry qui est dangereux, tu passes en zone et puis c'est fini, quoi. Et c'est le fait qu'on ait autant d'équipes qui dernièrement passaient en défense de zone contre les Warriors ça attestait aussi de à quel point il y avait que Curry qui était un peu dangereux, malheureusement.
Et d'ailleurs, je pense que le trade de Schroeder était un peu dans cette optique. C'est-à-dire ramener un mec, bon, qui n'est pas aussi fort que Butler, hein, mais à l'époque, c'était de dire on ramène un mec qui va pouvoir attaquer un peu plus directement, un peu plus frontalement, un peu plus de pick and roll classique. C'était un peu l'idée. Ça n'a pas si bien marché que ça, malheureusement. Mais c'était l'idée. C'était l'idée de. Il apporte un truc différent. Il apporte un mode d'attaque différent. Il apporte une manière d'initier l'attaque et de créer du fond de jeu qui est différente. Malheureusement, ça n'a pas marché. Mais là, c'est un peu le Dennis Schroeder du très très riche. Hein. Clairement, tu as ça totalement avec Butler, qui, en un sens, peut s'inscrire dans les systèmes des Warriors, mais qui peut aussi y aller un peu plus directement, un peu plus frontalement. Et ça, c'est cool. Pick and roll, Butler, isolation, Butler, post-up, Butler. On y va, cassage de bouche directement, frontalement. On peut cibler un tel qui est plus petit. On peut cibler un pivot qui défend mal sur pick and roll, on peut cibler, je sais pas moi, un mec sur isolation. Voilà, il y a cette manière d'attaquer. Et en plus, ce qu'on n'avait pas avec Schroeder, c'est que je trouve qu'on a un plan B qui est presque aussi fort que le plan A. Ce qu'on n'avait pas avec Schroeder. Hein. Schroeder, finalement, c'était sympathique, un joueur de pick and roll, mais le plan A était quand même beaucoup plus important. Et c'était, ok, tu avais l'option avec Schroeder, mais c'était pas fort à ce point. Là, avec Butler, je pense qu'il peut y avoir des configurations de match-up, de série de play-off ou de play-in, mais notamment de série de play-off où peut-être que le mode d'attaque préférentiel, c'est le pick and roll ou c'est le plus frontal, et tu peux le faire à haut volume. Alors que si on t'avait dit non, cette série, bon, le jeu off-ball, ça va bien moins marcher, il faut cibler des bigs sur pick and roll, vas-y, fais le Schroeder pendant 40% d'usage et pendant la moitié du temps. Non, ça marche pas trop. Il peut pas trop encaisser ce genre de volume. En tout cas, le rendement n'aurait pas été satisfaisant. Là, je trouve que ce fameux plan B Butler attaque plus direct, s'il faut, et c'est la beauté de Butler qui est une superstar, même si c'est pas tout le temps, qui est voilà, il peut le faire. Il peut le faire à foison. Et il peut le faire quantité et en gardant de la qualité. Donc ça, c'est le premier gros point positif. C'est qu'en un sens, il se détache un peu de ce qui se fait, mais de l'autre, il apporte aussi ce truc, hein, non pas ce contre-move, mais ce plan B et cette manière d'attaquer différente. Donc il y a ça. L'autre aspect d'ailleurs qui va un peu avec, c'est le fait qu'on a quelqu'un qui peut combiner magnifiquement avec Stephen Curry sur des pick and roll. Et ça aussi, ça manque un peu. On avait ça avec Kevin Durant à l'époque, qui était un peu l'arme atomique, hein, le fameux pick and roll Durant-Curry, les deux entre eux, l'un qui pose l'écran et l'autre qui est le porteur de balle, qu'importe le sens, c'était l'arme atomique à l'époque, parce que en fait, les deux étant des joueurs les meilleurs du monde, il n'y avait pas de bonne couverture défensive. Soit tu fais un switch et t'es puni parce que les deux peuvent te punir en 1 contre 1, soit tu fais 2 contre 1 sur le porteur de balle, ou alors 2 contre 1 sur le poseur d'écran, et t'en as un des deux qui est libre. Donc c'était parfait. Et là, je pense que avec Butler, j'ai hâte de voir, j'espère qu'on retrouvera un peu ça. Parce que Stephen Curry, un poseur d'écran, c'est génialissime de par sa menace de shoot. Et puis Butler aussi. Donc voilà, tu peux faire le pick and roll entre les deux dans n'importe quel sens. Et à mon sens, c'est aussi un énorme atout. Donc j'ai hâte de voir ça. J'espère que Steve Kerr ne va pas le sous-utiliser comme il avait fait un peu avec Durant, mais on peut se dire avec Durant, bon, de toute façon, il n'y a même pas besoin de forcer, quoi. Grosso modo, on le ressort que contre Houston en playoff, et puis voilà. Et puis après, c'est fini. Là, je pense qu'il y aurait peut-être besoin de l'utiliser un peu plus. J'espère que ce sera le cas. Et puis, il y a aussi un autre aspect. J'ai parlé un peu du jeu off-ball qui s'inscrit dans le jeu des Warriors. Il y a aussi tout ce qui est le post-up et les splits du post-up. C'est-à-dire Butler au poste bas et des cuts au poste haut avec Curry qui fait un cut, qui pose un écran pour Draymond Green qui coupe au panier, pour Moses Moody, ou alors c'est Stephen Curry qui ressort. Voilà, tapez sur YouTube si vous voulez voir les images, mais ce qu'on appelle les splits du post-up, c'est un système que les Warriors font à foison depuis des années. Butler peut totalement s'inscrire là-dedans. C'est-à-dire, on te donne la balle au poste bas, soit t'attaques directement, soit sinon, t'es là en tant que passeur sur les splits. Donc ça aussi, c'est une manière de créer du spacing sans shooter. C'est pas pour rien d'ailleurs que Draymond Green le fait depuis X années de cette manière. Draymond on l'envoie au poste bas. La différence, c'est que quand Draymond est le passeur sur les post-up split, il n'y a pas trop la menace de scoring. Alors que là, quand tu mets Butler, et que grosso modo le défenseur de Butler au poste bas se dit non mais ok c'est les splits, je suis pas inquiété, Butler peut attaquer. Donc il y a aussi cet aspect-là. Et puis aussi un autre aspect peut-être à une échelle un peu plus macroscopique que tactique. Mais j'ai hâte de voir à quel point Butler peut pas aussi aider grandement sur des aspects où les Warriors ne sont pas bons. Et là, en l'occurrence, je pense que le fit est absolument parfait de ce point de vue-là, parce que, on l'a dit un peu en termes de schéma, il apporte un plan B avec cette attaque directe, mais aussi en termes de production.
Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la motion offense des Warriors, elle a son style de jeu, elle a ses forces, elle a aussi ses faiblesses. Et Stephen Curry, sa présence sur le terrain et son utilisation, notamment de cette manière, elle a ses forces, elle a aussi ses faiblesses. En l'occurrence, un domaine où Butler est totalement différent de ce qui se fait actuellement et va pouvoir compenser largement, c'est les lancers francs et le panier. Les Warriors sont une équipe qui fait assez peu de pick and roll, sont une équipe qui font assez peu d'isolation, sont une équipe qui font assez peu de drive, parce que Curry est capable, hein. Curry peut être totalement élite quand il veut en drive, mais c'est pas trop son jeu. Et c'est pas non plus trop son jeu de jouer les lancers francs. C'est plutôt un mec qui a le toucher de balle, qui va essayer de chercher des angles de lay-up, plutôt que juste foncer dans le tas et avoir beaucoup de lancers francs. Et puis voilà, quand t'as Curry off-ball, t'as pas un Curry qui fait des drives. Et par ailleurs, qu'est-ce qu'on a dans l'effectif pour faire des drives et pour mettre la pression au panier et pour aller provoquer des lancers francs? Eh ben on n'avait personne. On n'avait personne, et donc c'est pour ça que les Warriors, il y avait un peu un manque à gagner de ce côté-là. Ils se plaignaient beaucoup des arbitres, mais c'était pas que l'arbitrage, hein, même pas l'arbitrage, c'est aussi lié à ton personnel. C'est aussi pour ça que tu avais aussi peu de lancers francs, c'est que t'avais à ce point, t'avais un personnel sur le terrain de mecs qui n'étaient pas capables de faire ça. Celui qui aurait dû compenser un peu ça, c'est Kuminga, mais qui fait une saison assez cata, donc il n'a pas pu faire ça. Et donc en effet, Butler va pouvoir aider une équipe des Warriors qui est cette année 29e au lancer franc, 29e en termes de taux de lancer franc, de lancer franc provoqué, 29e, l'an dernier 27, l'année d'avant 29, et 2022 ils étaient 23e. Et de l'autre côté, Jimmy Butler est peut-être le meilleur joueur de NBA à ce sujet. Ça fait littéralement 5 ans, depuis 2020, que le mec a ce qu'on appelle des SFLD, bon, c'est le Shooting Foul Percentage, il a le meilleur ou un des meilleurs de NBA chaque année depuis 5 ans. Et qu'est-ce que c'est techniquement le Shooting Foul Percentage? C'est pas juste les lancers francs, c'est les lancers francs et les fautes que tu arrives à provoquer pendant, non pas tout le temps, mais pendant une tentative de tir. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette stat, elle est un peu plus précise que les lancers francs de manière générale, qui peuvent parfois s'obtenir sur des fautes loin du panier ou juste en dribblant, en remontant la balle, etc. Butler, c'est vraiment un maître là-dedans. Et pour vous dire, ça fait 5 ans qu'il est à plus de 20% de SFLD, de Shooting Foul Percentage. Pour dire 20%, c'est la barre symbolique des élites, méga élites, ultra élites, tout ce que vous voulez. Et en général, 20%, ce sont des pivots qui sont à ce niveau. Parce que les pivots font beaucoup de dunks, qui sont beaucoup autour du panier, catch and finish, donc ce sont eux qui en général sont le plus sujets aux fautes et à provoquer des lancers francs sur des tentatives de tir, parce qu'ils prennent beaucoup de tirs au panier. Et en l'occurrence, donc Butler, ça fait 5 ans qu'il est au-dessus de cette barre symbolique des 20% de shooting foul percentage. Je pense que c'est le seul. Il y avait Harden qui était aussi bon auparavant, mais qui a un peu décliné physiquement et au niveau des drives et des lancers francs. Peut-être SGA doit être pas loin aussi, c'est un peu un maître là-dedans. Peut-être qu'il y a Luka Doncic aussi, mais je crois même qu'en fait il est meilleur que SGA et Doncic de ce point de vue-là. Donc ouais, c'est un énorme avantage. Parce que on a parlé un peu de tactique, mais non pas tactique, comment est-ce que s'anime le jeu, mais quelle va être la finalité des possessions, hein. Donc pas tactique, comment se déroule la possession, mais la fin même, quel tir on est capable d'obtenir. Je pense que Butler va aussi aider là-dessus. C'est-à-dire que la finalité de ces possessions, des possessions jouées en pick and roll direct ou des possessions dans la motion offense des Warriors, il peut obtenir beaucoup de tirs au panier, déjà. Premièrement, là où les Warriors sont pas très bons, augmenter la fréquence de tir au panier, augmenter l'efficacité de tir au panier sur lequel lui est très très bon, et puis provoquer des lancers francs. Et ça, c'est pour l'instant un manque à gagner des Warriors d'un point de vue rentabilité, notamment parce que ce sont les meilleurs tirs de NBA, enfin de basket, pardon, même pas de NBA, ce sont les tirs les plus rentables du basket, ce sont les lancers francs. Il y a un énorme manque à gagner pour l'instant où ils sont quasi les derniers de NBA là-dessus. Dans cette attaque où tu rajoutes un mec capable d'obtenir à ce point beaucoup de lancers francs et de mettre à ce point de la pression au panier ou autour du panier, c'est fantastique. C'est fantastique. Et puis, en plus, là où c'est bien, c'est que c'est un mec qui, on l'a dit, hein, ne vampirise pas le jeu. Et en un sens, ça peut être négatif quand tu as besoin qu'il le fasse un peu, qu'il devienne un peu plus héliocentrique. Hein. Moi, je l'ai appelé le héliocentrique occasionnel. C'est-à-dire que héliocentrique, c'est Luka Doncic. Voilà, tous les ballons passent par moi. Tu avais le héliocentrique indirect, c'est Stephen Curry. C'est-à-dire le mec, tout tourne autour de lui, mais sans que lui touche la balle. Tu as le héliocentrique littéral, c'est Jokic. C'est-à-dire que, en fait, c'est littéralement le terme d'astrophysique où tout le monde tourne autour de lui. Alors que
le terme héliocentrique, c'est un peu par abus de langage. Hein. Luka Doncic, en général, c'est pas les autres qui tournent autour de lui comme les planètes. Hein. C'est un terme d'astrophysique. C'est plutôt lui qui a la balle et les autres restent à côté, quoi. Donc voilà, Jokic, c'est un peu le vrai héliocentrisme, c'est Jokic. L'héliocentrisme, un peu comme la notion d'usage, c'est-à-dire le mec qui a tous les ballons, c'est Luka Doncic. Et on a aussi Butler qui est un héliocentrisme finalement occasionnel, c'est-à-dire je le fais pas tout le temps, mais parfois je peux prendre beaucoup de ballons. Et ce que je veux dire par là, c'est que finalement, on a ce mec qui, avec cette qualité de ne pas vampiriser le jeu, d'être capable de baisser son usage, son taux d'utilisation de grande manière et de ça lui va, de pas avoir beaucoup de ballons, en fait, il y a aussi plein d'autres avantages. Donc notamment, il apporte beaucoup de lancers francs à une attaque qui en manquait, mais en plus, il a aussi d'autres qualités. Le fait de ne pas vampiriser le jeu, premièrement. Le fait aussi par exemple, c'est quelqu'un qui commet très très peu de turnover. C'est quelqu'un qui est un bon passeur, même un très bon passeur, qui va pas être un passeur à haut volume non plus, mais plus que ça, c'est un joueur qui a un passing extrêmement propre. Et donc, pour une équipe des Warriors, hein, là, on est vraiment sur un plan mathématique de où est-ce qu'on peut gratter de la valeur. On va gratter de la valeur au lancer franc, et on va pas en perdre, parce que si on donne beaucoup de ballons à Butler, on est à peu près sûr qu'on va rester dans ce truc de très peu de déchets. Et ça, c'est bien, parce que chaque turnover est une possession où tu ne scores pas. Aujourd'hui, on est dans une NBA où tout est optimisé, le jeu des possessions, les turnovers en font partie. Donc là-dessus, il va aider grandement aussi. Il peut très bien encaisser un gros volume sans faire augmenter le niveau de déchets de l'équipe. Et ça, c'est déjà une force de l'équipe, de ne pas perdre tant que ça de ballon, premièrement. Et puis deuxièmement, là où le fit est parfait, c'est que les Warriors, toujours un jeu des possessions, rentabilité, possession en plus, en moins, etc. Les Warriors sont aussi très bons actuellement sur le rebond offensif. Bon, inutile de vous dire que c'est pas Butler qui va faire baisser ce taux-là actuel. Même au contraire, Butler peut totalement participer et augmenter encore plus cette force de l'équipe. Donc vraiment, je résume, mais pour moi, c'est en ça où le fit est quasiment parfait, en fait. Bon, on peut mettre le gros bémol du shoot, en effet. Le spacing ne va pas venir de lui, donc gros bémol qu'il ne faut pas mettre sous le tapis, mais tout de même. Mais en dehors de ça, le fit est parfait parce que, en un sens, il peut se fondre totalement dans les systèmes actuels et dans le plan A, on peut l'appeler comme ça, donc la motion offense, les post-up split, les cuts, le mouvement, etc. Deuxièmement, en un autre sens, il est très différent de ce qui se fait, mais justement, il va venir compenser tactiquement avec une façon de dérouler des possessions qui va être différente, pick and roll, isolation, post-up plus direct. Troisièmement, non pas tactiquement, mais dans la finalité des tirs que tu vas arriver à générer, ce sera beaucoup des tirs au panier et des lancers francs. Et ça va être un boost immense parce que les Warriors ne sont pas bons là-dedans. Donc tu as un manque à gagner que tu vas compenser parce que Butler est peut-être le meilleur de NBA ou parmi les 3-4 meilleurs de NBA sur les lignes extérieures et même en NBA tout court. Et puis, c'est quelqu'un qui ne va pas non plus te pénaliser sur ce que tu fais déjà bien, même au contraire, il va augmenter et maintenir le fait que tu fais très peu de turnover et maintenir le fait que tu es capable d'être très bon au rebond offensif. Et là, je ne parle même que de l'attaque. Et en un sens, c'est peut-être même un peu injuste parce qu'on pourrait continuer et raconter en quoi le fit aussi est parfait d'un point de vue défensif. Parce qu'en fait, alors déjà, numériquement, je trouve que tu ne perds pas tant que ça. Même pas du tout. Puisque tu échanges Wiggins, qui était une partie importante de ton équipe et de ton attaque, on est d'accord, mais finalement, tu perds rien parce que tu le remplaces par, j'exagère, hein, mais un Andrew Wiggins qui est meilleur en attaque. Donc, d'un point de vue défensif, d'un point de vue numérique, c'est pas une perte sèche. C'est quelqu'un Butler vient remplacer Wiggins. Donc, tu perds un ailier défensif, mais t'en rajoutes un. Donc, au final, c'est cool. Donc, premier élément. Et puis même plus que ça, en vérité, je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui, avoir le niveau d'implication, avoir le niveau de régularité défensive, ça, d'accord, c'est un peu sous-jacent par rapport à toute cette conversation, même en attaque d'ailleurs, le niveau d'implication. Mais non, ce que j'aime bien, c'est qu'on a quelqu'un qui peut défendre au point d'attaque, comme le faisait Wiggins sur beaucoup de match-up. Wiggins l'a fait dernièrement là, sur le fameux upset contre OKC. Ils ont battu OKC. Wiggins était magnifique contre SGA. Wiggins était magnifique contre Jalen Williams. Voilà, Butler, on le rappelle, hein, c'est un mec qui a défendu LeBron James pendant longtemps. Au moins, on essaie de me le vendre comme quoi c'est un poste 2. Bon, voilà, moi, quelqu'un qui est capable de défendre LeBron, hein, pour moi, c'est un poste 3. Mais bref, donc Butler, il y a cette défense on-ball qui est de très bon niveau, qui, à mon avis, peut être très très bien. Sachant qu'en plus, tu as aussi dans l'effectif Gary Payton, hein, toujours, que tu n'as pas échangé. Donc, si Butler peut pas se charger autant d'un volume défensif pas autant
que Wiggins, bah, t'as aussi Payton, quoi. Donc ça peut être bien. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a un énorme bonus par rapport à Wiggins, c'est finalement ce qu'on appelle le playmaking défensif. Donc littéralement la capacité de créer des actions en défense. Et par là, on entend les steals, interceptions et les blocs. Et de ce point de vue-là, je pense que Wiggins, il faut le voir un peu comme un mec relativement neutre, c'est-à-dire la défense on-ball est très bonne, mais ça va pas être une machine à turnover, et ça va pas être une machine non plus off-ball, en termes de créer des turnovers off-ball ou de créer des contres off-ball, dans la défense collective, je veux dire, non. Alors que, de l'autre côté, pour moi, Butler est un génie défensif. Et j'ose un peu le mot génie, parce que il y a des actions où c'est lui qui est en train de manipuler l'attaquant. Notamment, il y a une action dernier match des finales 2023. Le mec arrive à berner et à manipuler Nikola Jokic. Voilà un peu le niveau de QI défensif. Et bon, au-delà même de ce côté QI défensif, il y a aussi très simplement l'aspect de... C'est quelqu'un qui, historiquement, est un très gros générateur d'interceptions et de blocs aussi. Donc ça, c'est quand même génial. C'est le fit parfait. On a affaire à une équipe des Warriors qui, pour l'instant, sont un peu milieu de tableau. Clairement, au-delà de l'aspect défense on-ball, polyvalence, switchabilité et tout ce qu'on peut dire, il y a aussi ce truc que, comparé à Wiggins, je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui va même booster cette capacité à créer des turnovers adverses. Et c'est important, c'est vachement important, parce que la défense des Warriors, finalement, on dit qu'ils font une mauvaise saison. Et c'est vrai, en fait, c'est l'attaque qui était cata. L'attaque était cata parce qu'il n'y avait que Curry, justement, ça faisait beaucoup de zones contre eux, et comme ça, on arrivait à neutraliser Curry, etc., etc. La défense, mine de rien, ils sont top 10. Hein. Ils sont top 10 cette saison. Ils sont 9e. Et notamment, ils sont 9e pour 2 éléments. C'est qu'il y a un jeu des possessions qui est plutôt pas mal. Ils sont d'ailleurs 7e au rebond. Donc, très très bon au rebond défensif. Ils autorisent assez peu de rebonds offensifs à l'adversaire. Donc ça, c'est cool. Et ils sont milieu de tableau aussi en termes de turnover défensif. Donc, grosso modo, gagne aussi pas mal de points avec ce côté possession. Tu donnes pas de deuxième chance à l'adversaire et tu donnes et t'arrives à créer, même t'arrives à priver l'adversaire de certaines possessions parce que tu fais interception ou bloc. Mais enfin, surtout interception là pour le coup. Et là-dessus, voilà, Butler peut aider totalement. Et puis le deuxième aspect qui fait que la défense des Warriors est très bonne, c'est qu'en fait, il y a non seulement le jeu des possessions, mais aussi le contrôle du profil de tir. Et en l'occurrence, les Warriors, ce sont... Steve Kerr, je sais que parfois certains fans ne l'aiment pas trop, mais Steve Kerr, ça fait depuis 4 années consécutives que les Warriors sont la meilleure équipe de NBA en termes de fréquence de tir au panier autorisé. La meilleure équipe de NBA. Ils sont premiers en 2022, premiers en 2023, premiers en 2024, premiers cette année encore en 2025. Alors, il y a d'autres aspects, hein. Notamment, ils concèdent quand même un peu des lancers francs. Alors, pas des tonnes, hein, mais un peu tout de même. Donc ça vient un peu nuancer peut-être cet aspect-là. Le fait aussi qu'ils sont très mauvais dans la short mi-distance, c'est-à-dire que littéralement, depuis 4 ans, ils sont 30e et dernière équipe en termes de fréquence de tir autorisée dans la zone des flotteurs, grosso modo. Mais en fait, c'est précisément leur force. Parce que un tir au panier a une rentabilité attendue, une proba de réussite largement plus importante que les flotteurs qui sont un peu plus lointains du panier. Et donc en fait, on a cette force de Steve Kerr, qui d'ailleurs, encore une fois, si ça vous intéresse, on en a parlé il n'y a pas longtemps, là, donc retrouvez l'extrait, je mettrai peut-être l'extrait en lien si ça vous dit, ou vous pouvez le retrouver facilement, mais le match contre OKC, c'est exactement ça. C'est Steve Kerr et les Warriors et leur schéma récité, leur gamme récitée parfaitement, avec une défense qui va surcharger le terrain, des rotations, voire même des pré-rotations très tôt dans la possession et très agressives pour venir dans la raquette, pour boucher l'accès au panier. Pourquoi je raconte tout ça? C'est que en défense, il y a l'aspect on-ball. Ok. Il y a aussi l'aspect turnover, du jeu des possessions. Il y a aussi l'aspect des rebonds, où je pense qu'il va aussi pas mal aider. Mais donc, le fit, de ce point de vue-là, est aussi très bon. Et puis, dernièrement, le fit tactique, en termes de déplacement off-ball. C'est pas que la défense on-ball, c'est pas que le fait que Butler il est très costaud, il est assez long, il peut défendre des postes 2, des postes 3. Oui, il y a ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fit tactique aussi par rapport à la stratégie de l'équipe, jeu des possessions, turnover et rebond. Ça, il va beaucoup aider là-dessus. Donc, deuxième point en plus de la défense on-ball. Et puis défense off-ball aussi. Défense off-ball au-delà des interceptions, je veux dire, sur l'aspect de positionnement, sur l'aspect de QI basket, de savoir comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on s'organise, venir aider très tôt depuis le côté faible, venir boucher la raquette, venir faire les rotations. Par exemple, quand quelqu'un vient aider sous le panier, il faut compenser, il faut aider celui qui aide. Voilà. Là-dessus, je pense qu'on a moyen, peut-être, d'aller gratter pas mal de points.
Et donc, en fait, finalement, si on fait un peu le bilan de tout ça, on a une attaque qui est pas très bonne, mais qui pourrait être largement boostée parce que bonus tactique, pick and roll, isolation post-up, bonus rentabilité, les lancers francs, bonus aussi parce que meilleure option sur le terrain, il y aura moins de zones que pour Curry. Donc bref, on pourra avoir une attaque qui va augmenter et qui va passer de... Alors ils sont combien ? Ils sont, pardon, je l'ai noté quelque part, ils sont 21e en attaque. Je pense qu'il y a moyen d'aller gratter jusqu'à là, allez, entre 10 et 15, clairement. Peut-être pas top 10, mais je pense qu'il y a moyen d'augmenter l'attaque entre 10 et 15. Et de l'autre côté, il y a moyen également que sa présence défensive améliore l'équipe au point que on reste dans le top 10, voire même qu'on monte un peu. Et donc, concrètement, on a actuellement 21e attaque, 9e défense. On a un net rating qui est à -1. Donc actuellement, ils encaissent par 100 possessions, ils ont un différentiel attaque-défense qui n'est pas bon, -1. Ils perdent, grosso modo, par 100 possessions. Je pense qu'il y a moyen de transformer ça sur la deuxième partie d'année en +2, +3, +4. Quoi. Je m'enflamme peut-être un peu, mais en tout cas, sur le papier, le fit est bon à ce point. Mais donc, ce qui me permet d'enchaîner avec, bon, le papier, c'est une chose, mais quid de pas le papier, de concrètement, dans la réalité des faits. J'ai déjà un peu évoqué, mais on peut le re-expliciter. Avec Butler, tout dépend aussi de son niveau d'implication, tout dépend de quelle va être un peu sa volonté, ses velléités d'attaquer beaucoup ou pas. C'est vrai qu'il y a un aspect qui est primordial. Bon, la défense, je pense qu'il ne va pas trop rechigner au niveau défensif. Je pense qu'au global, il ne va pas trop rechigner non plus. Il a prolongé, donc à mon avis, il est à peu près content d'être là. Pour le coup, surtout qu'il est là avec des vétérans, avec des vieux. Surtout qu'il est là dans une équipe qui... c'est pas comme si on l'avait envoyé dans une équipe pour être la première option, ce qu'il ne voulait plus trop. Là, il est envoyé dans une équipe où il y a déjà Curry. Donc, voilà, je pense que c'est aussi un bon point. Il va pouvoir se contenter d'être une grosse deuxième option d'équipe. Entre guillemets, je déteste ce terme, mais disons-le comme ça, c'est plus simple pour matérialiser. Voilà, je suis assez confiant sur le fait qu'il ne va pas rechigner. Mais voilà, c'est toujours une question de curseur, en fait, avec Butler. Butler, c'est, mine de rien, un mec qui est une superstar, un mec qui, sur des runs de playoff, en 2023, qui allait gratter les 30% d'usage, et même plus que ça parfois. Mais voilà, c'est aussi un joueur qui, en carrière, n'a jamais eu, paradoxalement, des énormes usages, des énormes volumes de responsabilité. Parce que, on en revient à ça, c'est quelqu'un qui vampirise pas le jeu. Il aime bien parfois un peu ne pas avoir toutes les responsabilités, etc. Donc, si vous prenez depuis qu'il a explosé dans son rôle majeur, 25%, 28%, 26, 23, 22, 27, 29, 28, 26, 25, et cette année 22, mais 22 est un peu une anomalie. Mais vous voyez un peu l'ordre d'idée. On est un peu par là. Alors que si vous prenez James Harden, Luka Doncic ou LeBron James, ça va être au plus bas 28-29, et sinon c'est 30, 32, 33, 35, 36, 37, etc. Quoi. Donc il y a quand même un écart assez conséquent. À voir. Moi je suis confiant sur cet aspect non pas tactique, non pas papier, mais un peu transcendant à tout ça. Quelle va être sa mentalité ? Je suis confiant. Et je me dis que s'il n'avait pas voulu être là, s'il n'était pas content, il n'aurait pas prolongé, donc le trade ne se serait pas fait. Mais voilà, à voir à quel point est-ce qu'il va se contenter d'être... à quel point il va vouloir rester dans une option, un volume très très peu élevé comme là à Miami, là, 22%, ou s'il va re-accepter d'être à 26, 27, 28, quoi, grosso modo. Donc voilà, ça reste un peu le point de bascule de tout ça. Le papier, c'est gentil, mais si lui, il veut pas trop s'impliquer ou vous restez très en retrait, c'est embêtant. Mais je pense que s'il accepte d'être un peu plus mis sur le devant de la scène, ce qui est paradoxal pour une superstar, d'habitude, on réclame l'inverse. D'habitude, on réclame, tiens, Doncic joue un peu plus softball, tiens, Westbrook joue un peu plus softball, etc. Lui, c'est l'inverse, c'est l'anomalie Butler, mais bref,